Je vous présente Monsieur Dr Arnaud, chirurgien spécialisé des craniofaciales, et c'est lui-même qui m'a pris en charge il y a des années. Merci Christine, je vais vous appeler Christine. Effectivement, donc, vous m'avez sollicité pour faire cette petite, je dirais, rappel sur la maladie qui vous touche et qui a touché précédemment votre famille, et qui s'inscrit donc dans c'est un terme un petit peu technique, les fasciocraniosténoses, c'est-à-dire l'association d'une maladie de la boîte crânienne et de la face, avec un trouble de croissance qui est d'origine, dans le cas précis, génétique. Alors, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs types de fasciocraniosténose. Celles dont on va parler, c'est les Crouzon et les Pfeiffer, puisque ce sont des formes voisines, dont la différence principale est que le Pfeiffer possède, en plus de la fasciocraniosténose, des anomalies des doigts. C'est une anomalie génétique qui est survenue au hasard. Il faut bien comprendre que quand c'est la première fois qu'il y a un cas dans la famille, il n'y a pas du tout la responsabilité d'un des parents, ni du père ni de la mère, et c'est une mutation qui arrive au hasard, comme toutes les mutations dans la nature, avec une fréquence vraiment rare, puisqu'on est autour environ d'1 pour 50 000 naissances. En Europe aujourd'hui, la définition d'une maladie rare, c'est une maladie qui arrive plus rarement que 1 sur 2000 naissances. Donc là, à 1 sur 40, 50, 60 000, on est vraiment beaucoup plus rare, et c'est une maladie même très rare. Donc, dans les cas individuels, c'est une nouvelle mutation qui se produit, et c'est un nouveau cas familial. Et puis, évidemment, quand cette mutation a eu lieu il y a plusieurs générations, et ben, on a une lignée familiale de grands-parents, enfin d'un des grands-parents, donc les tantes, enfin de la famille, qui sont atteints, avec une probabilité de transmission d'environ 1 sur 2. Les conséquences au final de la malformation sont, pour être simples, de deux ordres principaux. Est-ce qu'il va y avoir une intelligence normale ou non? C'est la question que les parents nous posent. Et dans le cas de Christine, sur lequel on reviendra, il y a une intelligence parfaitement normale. Et puis vous avez aussi quelle va être l'apparence de l'enfant puis de l'adulte, et est-ce qu'il va pouvoir avoir une vie sociale et professionnelle et affective complète. La craniosténose, c'est une maladie du crâne, comme son nom l'indique, c'est des sutures qui se fusionnent prématurément sur la boîte crânienne et qui compriment le cerveau. Dans la maladie génétique de Crouzon, le Pfeiffer, sur la mutation du gène FGFR, c'est une pathologie évolutive, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir qu'une craniosténose présente à la naissance, et puis au fil des premières années, d'autres sutures qui vont se fusionner. D'où l'importance d'une reconnaissance précoce qui n'est pas toujours évidente dans les formes les moins graves, et d'un suivi très précis pour voir comment la maladie s'installe. Car, et c'est un point important, si c'est une maladie génétique, il y a toute une possibilité de variation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux Crouzon qui vont se ressembler dans deux familles différentes, ou deux Pfeiffer qui vont... C'est jamais identique. Chacun d'entre eux a une évolution personnalisée, je dirais, en fonction de sa mutation. Après, dans la même famille, effectivement, on retrouve les mêmes signes et les mêmes fréquences, à des variantes. Donc les conséquences de cette craniosténose et fasciosténose, c'est très simple. Il y a la compression du cerveau qui peut donner donc de l'hypertension intracrânienne, et l'hypertension intracrânienne, ça peut rendre aveugle, et ça peut détériorer le fonctionnement cérébral, donc être un préjudice pour l'intelligence ultérieure. Et à ça s'ajoute le problème de la fasciosténose, qui est plus ou moins sévère, et qui là donne une gêne respiratoire. Et cette gêne respiratoire, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Mais la particularité du Crouzon, du Pfeiffer, c'est que le syndrome d'apnée du sommeil peut être très sévère. Il faut savoir qu'il y a eu une grande avancée scientifique et médicale à la fin des années 60 en France, puisque la chirurgie qui a été conçue pour traiter ces pathologies a été découverte et créée par un chirurgien français qui s'appelait Paul Tessier. Monsieur Paul Tessier était d'origine nantaise, et c'est lui qui a imaginé des interventions qui à l'époque étaient considérées comme presque insensées, pour pouvoir corriger la craniosténose et la fasciosténose. D'ailleurs, vos parents ont été opérés par M. Tessier. Votre maman, plus exactement, devrais-je dire. Et votre grand-mère également. Et la deuxième avancée dans le domaine, ça a été la prise en charge depuis les nourrissons, depuis l'âge des tout-petits,
ce qui a permis de faire un pas important dans la prise en charge des problèmes et donc d'aboutir à des meilleurs résultats à la fois cognitifs, c'est-à-dire sur l'intelligence, et aussi sur le résultat morphologique. Donc, sans rentrer dans les détails du traitement, je dirais qu'il y avait une stratégie classique qui est toujours d'ailleurs acceptable, qui consiste à dissocier, à opérer le crâne de façon isolée d'abord, puis la face. Et je dirais que depuis une vingtaine d'années, un de mes axes de recherche clinique, ça a été de mettre au point des techniques où on opère d'un coup le crâne et la face, ce qui permet de corriger presque tout en une fois, à savoir la décompression crânienne, la correction de l'orbite et l'avancée faciale qui permet donc de corriger la respiration. Et on s'acharne à Necker avec toute l'équipe. Il faut savoir que c'est un grand travail d'équipe, il y a plein de spécialistes. Il y a nos collègues évidemment neurochirurgiens avec qui je travaille actuellement, Giovanna Paternoster, Cyril James. Il y a toute l'équipe d'ORL, en particulier Marie-Paul Morisseau-Durand, Vincent Couloignier, et toute l'équipe de Madame de Noyelles. Il y a toute l'équipe du professeur Picard, en maxillofacial, Hossein Kansari. Donc tout ça, si vous voulez, tout ce monde, on œuvre à traiter les problèmes, je dirais, de façon à la fois très détaillée, mais également avec une approche globale. Donc, nous venons d'être labellisés pour la 3e fois consécutive centre de référence national. Pourquoi un centre de référence ? C'est pas parce qu'on est plus malin que les autres, c'est juste qu'à partir du moment où on agrège plus de cas rares, eh ben, on devient plus performant. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu, je dirais, le privilège de suivre environ 200 patients atteints de Crouzon ou de Pfeiffer, ce qui représente une grande partie de l'activité de Necker sur les 5000 craniosténoses qui ont été opérées là-bas. Le nombre de nouveaux cas de Crouzon et Pfeiffer en France, je l'estime environ à une quinzaine par an. Alors la particularité, c'est que moi je n'ai pas eu à vous prendre en charge à votre naissance, vous aviez déjà été pris en charge ailleurs, dans un autre centre, et vous êtes venu me voir quand vous aviez déjà 15 ans. Dangereux. Heureusement, on peut dire que vous avez une intelligence qui est parfaitement normale. Donc la forme en fait familiale que vous avez n'était pas des plus sévères. Mais par contre, je sais que vous m'avez dit, vous souffrez du fait que vous auriez imaginé, peut-être souhaité, avoir été pris en charge plus tôt avec des techniques différentes. Malheureusement, on ne peut pas remettre la pendule en arrière et on peut s'adapter, mais vous avez quand même une insertion socio-professionnelle qui est réelle. Donc dans les techniques récentes, si vous voulez, il y a l'apport de ce qu'on a appelé les techniques d'ostéodistraction. C'est des petits appareils métalliques, des petits vérins, qui à l'occasion, après qu'on ait découpé les os, sont mis en place à l'intérieur. Et grâce à un petit système d'activation, on peut tous les jours les déplacer et ça fait avancer d'un demi-millimètre par jour les différentes structures. En moyenne, un enfant porteur d'un Crouzon ou d'un Pfeiffer peut avoir à subir entre 5 à 12 opérations entre sa naissance et la fin de sa croissance jusqu'à l'âge adulte. Donc Christine Lausanne, que j'ai pris donc en charge tardivement, puisque vous aviez déjà 15 ans, et chez qui on n'a pas pu appliquer, je dirais, les techniques les plus récentes, puisque quand vous étiez petite, vous avez subi 22 opérations, vous êtes inséré, je dirais, dans la vie socio-professionnelle, vous êtes membre actif de l'association Entraide Naissance Handicap, et votre message, si j'ai bien compris, c'est d'essayer de diffuser l'information à des familles qui ont parmi elles un enfant atteint d'une nouvelle mutation, en sachant qu'il y a d'ailleurs, il y a aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a le dépistage anténatal. Docteur Arnaud, je vous remercie pour votre participation et je vous remercie d'avoir accepté de témoigner sur les craniosténoses et faciocraniosténoses. C'est bien normal et merci de votre confiance.